quand on s'est battu. Tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début. Bienvenue à bord du podcast L'œil carnivore. Vous y trouverez de l'info, Lex Luthor, le bouffon vert, Magneto, enfin tous les connards, c'est eux qui ont fait ça. des critiques constructives, Parce que ça, c'est honteux, ça, c'est de la merde. de l'amour, Moi, je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami. de l'innommable. C'est pas un endroit pour les enfants. Accrochez vos oreilles. L'équipage vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir, je suis Damien et je suis accompagné de Sam. Bonsoir Sam. Salut Damien. Et on écoute, vous écoutez plutôt l'œil carnivore dans sa 96e émission quand même, 96, on est bientôt 96. proche des 100, alors Mais oui. on fera sans doute rien du tout. parce que, C'est ça en fait. Mais en tout cas, voilà, vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique, le 105.4, puisque cette émission n'est absolument pas enregistrée ici. On enregistre ça justement le 15 septembre, mais normalement vous nous écouterez le samedi 17, je crois. Le 17, de 19 à 20h sur 20h, Radio Panique. Exactement. Mais pour le moment, nous sommes en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à donner des commentaires et n'hésitez pas à vous abonner au Twitch de l'œil carnivore pour nous voir la prochaine fois quand on fait le live justement de l'émission. Mais ce soir, c'est une soirée particulièrement exceptionnelle. D'abord, on revient, c'est la rentrée, Oui. après 2 mois de pause bien méritée. Moi, j'ai eu besoin Ça de fait vacances. du bien, hein. Ouais. Ouais. Moi, j'ai vraiment eu besoin de vacances. Ouais, moi et voilà, c'était un peu court. Là, je sens que la pression remonte. Voilà. mais ça a fait du bien. Et à la fin des vacances, qu'est-ce qui nous a cueillis ? Le bif. Le bif pour le 40e opus. Ouais, le 40e opus du bif. Alors, comme d'hab, il Je parle dois pas en face. reparler dans mon micro. Alors, normalement, c'était Baudouin qui était censé faire le son. C'est la faute de Baudouin. Voilà, mais Baudouin... Alors, vas-y, parle un peu plus. Ouais, là Voilà, c'est bien ça. là, moi, je t'entends mieux. Ouais. Voilà, et moi, tu m'entends. C'est bon, voilà. C'est parfait. Voilà, je t'ai monté un petit peu, mais Nickel. voilà, histoire qu'on t'entende correctement. Parfait. Donc Sam, on a eu le bif, quand même. Donc Oui. chouette rentrée quand même si c'était pas vraiment la meilleure date pour le faire, mais il y a eu plein de choses intéressantes, comme Ouais. d'habitude au bif, on va dire ça. C'était les 40 ans, c'était au Ezel, et Pas on les vous 10, en hein. parle tout bientôt, mais un petit peu avant. On va vous parler des séries du moment parce qu'on est quand même gâtés quelque part. Oui. On a trois beaux petits bijoux là. Voilà, il y a 3 bijoux qui sont... bijoux. Ah. Il y a 3 grosses séries qui sont sorties pour essayer de nous attirer sur les plateformes de streaming, notamment. Voilà. Il y a eu Sandman. On Ouais. va parler de la première. Alors, je sais pas si tu l'as vu, toi, Sandman. Oui, je l'ai vu, je suis à jour. T'es à jour. J'ai tout vu, ouais. T'as tout vu. Et alors, t'en penses quoi? J'ai adoré. J'ai adoré. Vraiment. Ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas lu tous les comics. Je les ai lus il y a quelques années, mais pas tous. Ce que j'ai le plus apprécié dans la série, c'est son côté contemplatif, un peu poétique, comme ça. J'ai adoré ça. Je trouve que c'est lent, mais la lenteur sert l'œuvre, quoi. Ouais, moi en fait au début j'ai eu du mal avec le personnage de Sandman. Idem, ouais. J'ai eu du mal avec sa voix, etc. Mais ça a duré 2 épisodes et puis après je me suis Après, on laissé, accroche, hein. voilà, je me suis laissé guider et il y a des très beaux moments en fait. Ouais. Voilà. Et alors le 11e épisode qu'ils ont lancé après, c'est beaucoup plus proche de la BD. C'est les petites histoires qu'on retrouve dans la BD et ça m'a fait plaisir qu'ils osent faire ce genre de choses. En effet. Donc voilà. Donc à voir. Je crois qu'on recommande tous les deux. Ouais. Neil Gaiman, c'est quand même un raconteur d'histoire Oui, fantastique. si vous avez vu Omens. Il y a Good Omens. Alors oui, Good il Omens. y a eu plein de séries en fait qu'ils ont tirées de ses œuvres. Ouais. Alors Good Omens, c'était un bouquin à la base Oui. qu'il avait fait avec Terry De Pratchett. bons présages. De bons présages. Ils ont... c'est l'imprimante. American Gods. American Gods, pareil, c'est des bouquins de lui. Et on en est à la 2e ou 3e saison. Je ne sais plus, j'ai décroché, donc je ne sais plus. Voilà, mais non, mais c'est chouette aussi. Ouais. Moi, j'avoue que j'accroche bien. Et puis, voilà, Sandman, voilà. Mais au-delà de ça, il y a plein d'autres choses qui ont été adaptées de ces différents écrits, etc. Allez voir Neil Gaiman, ça vaut le coup. Sandman, ça vaut le coup. C'est sur Netflix. Donc, si vous n'avez pas Netflix, demandez à Tonton d'Amérique. Tonton d'Amérique de vous l'envoyer. Et au moins, j'ai jeté un coup d'œil. C'est un univers onirique qui vaut le coup quand même. Ouais. Donc ça, House of Dragon, est-ce que tu l'as vu ? Oui.
Alors, je suis au 3e épisode. D'accord. Bien. Graphiquement, une grosse claque. J'avais un peu du mal au début avec les personnages. Mais voilà, je m'y suis fait, j'ai accroché. Et puis, je voulais ma petite dose de Game of Thrones. Ouais, ça va, j'ai eu mon petit kick. Alors moi, j'ai vu que le premier épisode. Donc évidemment, je juge que sur le premier. J'ai pas eu le temps de voir les autres, évidemment. Hein. Il y a que 24 heures dans une journée. Comment dire ? J'avoue que moi, j'ai trouvé ça très cheap. Ah ouais ? Ah ouais. Au niveau des décors, etc. Alors après, je me souviens que les premiers épides de Game of Thrones n'étaient pas non plus les plus fous du monde. Ouais, mais là, on part pas sur le même budget. Mais au moins, il y avait des personnages que je trouvais beaucoup plus charismatiques, des acteurs auxquels j'ai accroché beaucoup plus rapidement sur Game of Thrones. Là, j'avoue que j'ai eu du mal. On verra par la suite, mais moi j'ai trouvé ça cheap, j'ai trouvé ça violent pour être violent, en fait. Tu vois, le coup du tournoi, bon, bah les mecs s'éclatent et c'est leur seule façon de faire la guerre, d'accord, ok, mais en même temps, tu te dis qu'il n'y a plus beaucoup de fils de bonne famille dans cette mais en même temps, il faut qu'on garde la petite touche de Game of Thrones, du sexe et de la violence. Oui, mais je trouvais... je la trouvais pas justifiée sur un tournoi, tu vois. Si un tournoi, ça doit se passer comme ça, bah... il y a plus beaucoup de monde d'un seul coup, tu vois, parce que là c'est même pas que tu peux toujours avoir une blessure sur un tournoi, mais là c'est qu'ils s'éclatent vraiment la gueule, quoi. Ils y vont vraiment, quoi. Moi ça m'a un peu trop fait penser au tournoi dans Game of Thrones avec la montagne. Oui, mais là c'est pas un tournoi, c'est un duel d'honneur, etc. C'est un duel, c'est pas un tournoi, c'est un duel d'abord, non ? C'est un duel. Non, c'est pas un tournoi, je sais plus exactement, mais il y a un truc qui est en jeu, quoi. C'est pas du tout la même chose. Alors, je suppose qu'on s'attende pas à ce qu'il le tue de cette façon-là, tu vois. Mais parce que c'est censé, justement, pas être au premier sang, être au premier sang ou un truc dans ce genre-là. Mais, alors après, vous pourrez nous dire dans le chat si je me gourre, mais j'ai le souvenir que là, c'est un duel et on n'est pas du tout dans le même genre de truc. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, j'avoue que j'ai pour l'instant pas accroché sur House of Dragon. On verra. Bah oui. On verra la suite. Bah oui. Et l'autre chose qui nous arrive, alors House of Dragon c'est HBO, donc vous trouverez ça chez OCS Orange ou chez vous, ça dépend si vous êtes en Belgique ou en France, ou aux USA, c'est HBO. Et HBO Max aussi. Et il y a évidemment les Anneaux du Pouvoir. Oui, Ring of Powers. Ring of Powers. Alors, Rings of Powers. Oui, bah oui, il y en a plusieurs, évidemment. Bon, après, est-ce que toi, tu es familier de l'œuvre de Tolkien ? Oui. C'est-à-dire, t'as tout lu ? Ouais, j'ai tout lu. J'ai tout lu. Tu connais par cœur le nom des elfes, les machins, etc. Ou alors Non, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué, mais genre j'ai lu 2 fois le Silmarillion en prenant des notes et tous les trucs des âges. Ouais, mais ça fait longtemps que j'ai plus pratiqué, donc ça fait 15 ans que j'ai plus lu un Tolkien, je pense. Donc les noms avec des il et des L partout, j'ai un peu oublié. Quoi. D'accord, mais tu connais quand même bien l'œuvre, donc pour toi c'est quelque chose, quoi. Et alors écoute, moi j'étais agréablement surpris. Vraiment, ils ont été vachement loin dans la recherche de l'œuvre. Donc dans tout le background de l'univers et tout ça, et les personnages, les décors, moi je dis waouh, vraiment. Et la lumière. Oui. La lumière, la mise en scène, etc. Il y a des trucs de mise en scène, en fait. Il y a des moments où, parce que il faut savoir, une série normalement c'est tourné quand même assez vite. C'est fait par des faiseurs, les réalisateurs qui tournent les séries, la plupart du temps c'est des faiseurs, donc on leur demande de faire un scénario, ils le font bien, mais c'est pas des expérimentations de mise en scène comme tu peux avoir dans un film ou des choses en genre là. C'est un peu comme les Marvel finissent par tous se rassembler parce que c'est des faiseurs qui les font, quoi. Et à part quand c'est un James Gunn tout d'un coup qui le fait, on voit sa patte, ou un tel, de temps en temps on aperçoit la patte, mais même des gros réalisateurs ils vont se faire bouffer par la machinerie du truc. Et là il y a quelques effets de mise en scène quand même qui existent. Et il y a des petits détails que j'ai adoré, par exemple quand on est chez les elfes, t'as les elfes qui montrent le marteau de Fëanor, qui en fait, pour ceux qui connaissent le truc, Fëanor, c'est l'elfe qui a créé un bijou qui s'appelle le Silmaril, et qui est un objet mythique dans la mythologie de Tolkien. Et
on voit pas Fëanor, mais on voit l'outil avec lequel il a forgé ça, et rien que ça, c'est super bien, quoi. Donc là, t'es vraiment le fan. Moi, j'avoue que, effectivement, j'ai été très surpris du fait qu'ils arrivent à raconter une histoire qui se tienne, parce que le Silmarillion, pour ceux qui l'ont lu, oui, t'as des histoires, etc., mais réussir à raconter un truc en série, etc., c'était compliqué, et je trouve que là, ça reste compréhensible. Même pour les gens qui connaissent pas du tout l'univers de Tolkien, tu peux être pris par l'histoire, je pense, sans aucun problème. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as la grande histoire, mais la petite histoire. Ça veut dire que tu es quand même avec des personnages et tu les suis. Et donc, tu as de quoi t'attacher à eux. Oui, complètement. Et donc je trouve que ça fonctionne assez bien. Et donc, parce que tu es avec Elrond quand il est chez les nains, etc. Tu es avec les pieds velus, etc. Tu es avec... t'es avec Galadriel quand elle se balade. Quand elle est plus jeune et tout, Donc franchement, je trouve que là, pour l'instant, en tout cas, ça marche assez bien. On verra la suite. Mais en tout cas, moi, j'accroche beaucoup plus que House of Dragon. Petite parenthèse, tu penses que c'est qui l'humain qui est avec les pieds velus, là? Alors moi, je suis pas assez... l'humain avec les pieds velus. Ouais, mais alors, est-ce qu'on peut en parler ou pas? 30 secondes. Bon, bouchez-vous les oreilles si jamais vous voulez pas être complètement spoilé. À mon avis, c'est Gandalf. Non? Moi, je pense que c'est effectivement un, en tout cas, si c'est pas Gandalf, j'ai oublié le nom de les Istari. Je pense que c'est un Istari, ouais. Oui, mais c'est Gandalf, puisque t'as tout le côté où il est associé justement au Hobbit, etc. Donc, je suppose que tu dois avoir... puisque normalement, ils sont envoyés par... alors, j'oublie complètement, mais normalement, ils sont envoyés pour lutter contre Sauron par... je sais plus comment il s'appelle... par les dieux, quoi. On va dire les Istari, je sais plus. Normalement, ils sont envoyés à ce moment-là pour lutter contre Sauron, quoi. Donc, on verra. Mais donc, à voir. Mais je pense que ça doit être Gandalf, etc. Et même si c'est pas raccord complètement avec le Silmarillion, c'est raccord avec la mythologie que les gens connaissent, vois, sans connaître le reste. Et donc, je pense que ça fonctionnera bien de dire, voilà, c'est Gandalf. Voilà, en tout cas, donc moi je recommande Sandman et Ring of Powers. Ouais, moi House of Dragon, je vous le conseille aussi. Hein. Bon, voilà. En tout cas, on est gâtés en ce début d'année scolaire, on va dire ça comme ça, quoi. Petite chose, avant d'attaquer le bif, je veux vous parler absolument d'un film qui est un vrai film de bif. Vraiment, qui est Everything Everywhere All at Once. C'est un film alors de Daniel Kwang et Daniel je sais pas comment ça se prononce, Shiners. Donc les Daniel, en fait, ils se font appeler au niveau réalisateur les Daniel, The Daniels en fait. Il est sorti en 2022. Il a été distribué par A24 aux États-Unis et on a eu peur justement qu'à cause de ça, il soit pas disponible en Europe. Mais au final, il y a un distributeur qui a pu le distribuer en Europe. Et ça, c'est génial parce que c'est un vrai film de cinéma. Donc, allez voir ce film, Everything Everywhere All at Once. C'est un film fantastique avec Michelle Yeoh. Donc Michelle Yeoh, je pense que tu vois qui c'est. C'est une actrice chinoise d'origine qui a joué dans Tigre et Dragon notamment, mais qui a joué. C'est une actrice monumentale qui sait jouer énormément de choses. On la retrouve dans plein de films. Je prends Tigre et Dragon, mais ça pourrait être plein d'autres trucs. On retrouve aussi l'acteur qui jouait dans les Goonies, l'asiatique de service. Data. Ouais, c'est Data. Et ben c'est lui qu'on retrouve en mari. Ça aurait dû être Jackie Chan normalement, mais il pouvait pas faire le film, donc ça a été. Je pensais qu'il faisait plus de films, moi, l'acteur qui faisait Data dans les Goonies. Eh ben il faisait plus de films, mais il a fait celui-là et grand bien lui fasse parce que franchement, il fonctionne bien. Donc c'est chouette. Excellent. Et il y a aussi un rôle, Jamie Lee Curtis, dans un rôle fantastique. Alors, je me demande si j'avais pas, j'avais pas mis un truc, non, j'ai pas le... je croyais que j'avais... quoi, je cherchais la bande-annonce pour qu'on puisse vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Là, il y a la musique, mais ça sera pas la même chose, mais je peux vous mettre un petit peu la musique. En tout cas, je vais éviter qu'elle soit trop forte. En tout cas, c'est un film... Alors, c'est un vrai film
indépendant dans le sens où voilà, c'est un film où tu sens que les réalisateurs ils ont voulu imprimer leurs pattes. Contrairement à ce que je disais au niveau série, tu as vraiment énormément d'idées. Alors évidemment, là il y a du son qui arrive tout d'un coup. Donc ouais, ça parle de quoi? Alors ça parle de quoi? Oui. En gros, ça parle de Michelle Yeoh, qui est je sais pas comment ça se prononce exactement, mais qui est une femme qui tient une laverie aux États-Unis. C'est une immigrée de Chine, et donc ça va parler. Un des thèmes du film, c'est ces immigrés en fait. D'accord. Avec il y a son père qui vient de Chine, et donc tout ce rapport avec le poids en fait des aînés et du regard critique qu'ils ont sur le travail que tu fais, etc. Là, tu vois, c'est en plein. Donc, tu as tout ce côté-là qui fonctionne très bien. Donc, tu as vraiment une famille d'immigrés aux États-Unis qui essaye de s'en sortir comme elle peut. Et le truc, c'est qu'elle doit rendre des comptes à l'administration américaine, aux impôts en fait. Et la femme à qui elle doit rendre des comptes aux impôts, c'est Jamie Lee Curtis, donc c'est elle qui incarne ce personnage, cet antagoniste. D'accord. Et c'est génial parce que en fait, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, elle est contactée par son mari, qui n'est pas son mari, mais qui est d'un autre univers en fait, d'une autre réalité. Et tout d'un coup, elle se retrouve projetée dans ce multivers. Okay. Donc un multivers qui pourrait être très bien un multivers à la Marvel. Sauf que là, tous les potards sont poussés tellement loin et le côté humain n'est pas oublié que ça en fait un film qui est d'un touchant, vraiment, parce que c'est une vraie histoire mère-fille et de cette femme qui essaye de se débrouiller, de se dépatouiller de sa vie comme elle peut, en fait. C'est vraiment ça, quoi. C'est un film éminemment jouissif parce que t'as plein de références, plein de combats complètement barrés, plein de what the fuck. Alors je veux pas spoiler, mais il y a un combat dans lequel non, mais si je dis ça, je vais spoiler. Mais des trucs qui sont complètement délirants, parce qu'il faut se dire que en fait, pour pouvoir récupérer, c'est un peu à la Matrix entre guillemets, on pourrait imaginer, pour récupérer les pouvoirs d'une autre réalité, en tout cas le savoir-faire d'un autre toi dans une autre réalité, il faut faire la chose qui a fait diverger ta réalité et la sienne. Okay. Donc typiquement, dire à quelqu'un je t'aime par exemple. Et donc c'est ça qui a fait varier. Ou te taper le pied contre une porte, tu vois. Et à ce moment-là, t'as fait autre chose, etc. Et donc t'as des trucs qui sont profondément débiles, tu vois, et qui ont fait varier les deux réalités. Et il y a plein de choses. Il y a un clin d'œil à Ratatouille qui est fantastique, mais vraiment très très drôle. En plus, ce qui est rigolo, c'est que il le montre une première fois et tu te dis ah mais ouais, tiens, c'est un clin d'œil à Ratatouille. Puis tu te dis, ok, le truc, en plus c'est tellement foisonnant, il y a tellement de scènes dans tous les sens, que tu te dis, ok, c'est rigolo, mais c'est un truc en fond de plan, toi, spectateur, t'avais l'œil, t'as remarqué le truc, et puis en fait ça revient après, et là ça devient complètement délirant, donc c'est génial. Franchement, faut le voir au cinéma, c'est un vrai film de cinéma, c'est un film où ils ont osé des trucs, et donc allez le voir, il est encore en salle. Et le fait d'aller le voir va pousser à faire d'autres films du style. C'est les mêmes réalisateurs qui avaient fait Swiss Army Men. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Daniel Radcliffe, il est passé au BIF aussi il y a quelques années. Alors, il était intéressant, mais pas complètement abouti. Et la fin était... Voilà. Mais il y avait déjà des choses intéressantes. Et là franchement... Ils sont allés jusqu'au bout du truc. Et c'est un vrai film sur le multivers et la problématique du multivers. Donc allez-y, si en plus vous aimez ce thème-là. Voilà. Et maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Aux choses sérieuses et passer sur le bif. Le bif des... le bif... alors, je ne sais plus où est le... voilà. Le bif du 40e anniversaire, le bif 2022. Donc là, c'est le 40e, et donc cette année, c'était au Ezel, au Palais 10. Ouais. Donc on était un petit peu frileux à la base, parce qu'on avait un peu peur de retrouver ce qu'on avait vu à Tour et Taxi, c'est-à-dire un bif un peu... pas mal de gens ont trouvé un peu froid, parce que trop grand, un peu moins habillé.
En fin de compte, ils ont très bien géré ça. Donc normalement, il y a le 41e opus qui aura lieu à Pâques. Donc dans 6 mois, je vous conseille vivement d'y aller. Oui, donc ils vont reprendre une date un peu plus commune c'est ça. l'année prochaine. Ils vont repartir sur les dates classiques. Et au même endroit Ouais. Donc là, maintenant, ça y est, c'est Ouais, OSL. on est parti pour 4-5 ans, OSL. Là, ouais. D'accord, donc ils ont sans doute trouvé un créneau et une entente, parce que mine de rien, il faut se rendre compte que le BIF, c'est quand même 3 salles de ciné. Bon, on va dire que réellement... Alors, je suis pas allé à la 2, t'es allé à la 2? Je suis allé à la 2, mais moi pas à la 3, toi t'es allé à la 3. Ouais. La 3, c'est une salle aménagée, on est d'accord? Je sais pas pour la 2 si... Non, la 2, c'est une salle de cinéma. Ah, c'est quand même une salle de cinéma. Ouais. Et sinon, il y a la 1 qui est une vraie salle de ciné. C'est un truc de congrès, etc. 1500 places. Ah ouais, 1500 places. Ouais, la salle 2, c'était 200 places, je pense, un truc comme ça. Ouais, la 3, alors la 3, ce qui était super chouette, c'est les transats. C'est que, oui, tu faisais ça en transat. Ça, c'était chouette. Donc, tu regardes tes films, t'es en transat. Et alors, tu sais pourquoi ils ont fait ça? Non. Parce que, en fait, sinon, l'écran étant trop bas, tu voyais pas les sous-titres à cause des gens devant toi. Donc, ils ont été obligés de faire ça. Con du tout. Donc, voilà. Et donc, voilà. Donc là, ce 40e opus est ouvert avec un film qui s'appelle Vesper. Alors, Vesper, moi, je l'ai pas vu, c'était le film d'ouverture, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, donc, ouais. pas coproduction, mais les Belges ont participé au post-processing les Belges ont post-processé le film. Hein. Petite parenthèse vite faite, mais voilà, donc je vais pas m'éterniser dessus. En tout cas, moi, là, pour ceux qui nous suivent en live sur Twitch, on voit des images visuellement qui sont assez fortes. Très beau. Il y a un petit pour tout ce qui est l'ambiance et le côté visuel, il y a un côté Cronenberg que j'ai bien aimé. Un petit côté Giger aussi là, hein, franchement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a des trucs un peu organiques, un peu glauques comme ça qu'on retrouve dans les films de Cronenberg. Alors l'histoire, donc ça se passe dans un futur où la planète est complètement bousillée, enfin l'écosystème est complètement chamboulé, et on nous pitch ça comme donc l'écosystème est bousillé et il y a... T'es en train de regarder le truc et t'étais pas concentré. Non, j'écoutais, je regardais les images. Je regardais les images. Et il y a une fille qui s'appelle Vesper qui va trouver le moyen de réveiller des graines pour pouvoir refleurir et redonner naissance à un nouvel écosystème. Alors, moi, c'est ça qui me dérange dans le film, c'est que, en fait, le pitch, c'est la planète est malade et l'humanité va mal. Mais en fin de compte, on s'en fout que l'humanité va mal. Parce que, en fait, il y a des arbres partout dans le film. Oui, c'est ce qu'on voit, ouais. Il y a des plantes et des arbres partout, donc en fait, c'est juste l'humain qui va mal. Mais ça, on s'en fout, en fait. Enfin, moi, ça, c'est mon avis, tu vois. Et donc, nous, on est juste de passage, quoi. C'est pas très grave, en soi. La planète, elle va bien quand on regarde le film, je trouve, tu vois. Oui, voilà, parce que là, effectivement, là, le plan qu'on vient de voir, il y a quand même des arbres, il y a de la mousse. Oui, et en fait, les plantes sont devenues hyper agressives, quoi. Et alors, moi, ce que je trouve génial, t'as lu les BD Betelgeuse, Aldébaran? Non, je les ai pas lus. Je me souviens plus de qui a dessiné ça, mais c'est une bande dessinée de science-fiction où en fait les gens arrivent sur des planètes où en fait il y a un nouvel écosystème complet, des nouveaux animaux, des nouvelles plantes, et le dessinateur a créé des plantes et des animaux qui n'existent pas du tout, quoi. Et c'est ce qu'on retrouve dans Vesper, pas au niveau des animaux, mais en tout cas au niveau des plantes. Un mélange entre plantes et animaux comme ça, un peu comme on voit dans Avatar. À part que là c'est beaucoup plus glauque, quoi. T'as genre par exemple le truc le plus violent que j'ai en tête, c'est des espèces de broussailles. Quand tu les effleures, en fait t'as des espèces de lucioles qui se soulèvent et qui te foncent dessus comme des balles de fusil et qui te transpercent de partout. D'accord, donc à éviter. Quand tu laisses un cadavre par terre, t'as les plantes avec des tentacules qui viennent pomper tes ressources. Et tout est... Beaucoup de ces plantes sont faites en practical effect, quoi. Donc en effet... En vrai effet, quoi. Oui, c'est pas de la 3D, quoi. C'est pas de la 3D, ouais. D'où ce côté un peu Cronenberg. Voilà, quoi.
Donc, film d'ouverture, je suis assez mitigé. J'ai encore du mal à m'en faire un avis, j'avoue. Voilà. Oui, moi, c'est ce que j'ai entendu. Les critiques sont partagées. En même temps, on se dit... ça laisse quelque chose, mais voilà, c'est pas si évident d'être tranché par rapport à ce film, quoi. Voilà. Ok. Alors, moi, je vais enchaîner sur un autre film que j'ai vu le lendemain, qui s'appelle The Bridge. The Bridge, c'est un film de... si tu arrives à le trouver... Ouais, vas-y. The Bridge, c'est un film de Rodrigo Gudiño. Rodrigo Gudiño, c'est un film canadien, si je me gourre. Et le principe, c'est qu'en gros, dans une petite ville canadienne, on découvre un canoë dans lequel il y a le cadavre d'un professeur étrangement mutilé. Alors, je ne vais pas vous dire exactement, je pourrais vous le dire en fait. En gros, il manque tous les os. Et comment dire ? C'est un sac de viande, quoi. Voilà, c'est un sac de viande. En fait, comment dire ça ? C'est pas bien. Alors, le problème, c'est que tu pourrais te dire c'est un vrai film bif, drôle, etc. Mais en fait, heureusement que je l'ai vu au bif. Et que on rigolait tous en disant la porte, etc. Tiens, quand il se plante un clou, ça c'est le clou du film, etc. Ah, excellent. Voilà. Et donc, on s'est vraiment bien marré. Bonne ambiance, quoi. Voilà. En tout cas, le groupe qu'on était, on a peut-être fait chier du monde derrière nous, ça c'est possible, mais au moins c'était chouette et il y a eu beaucoup d'animation de ce point de vue-là. Mais même une soirée à viner entre potes ou avec autre chose, c'est limite. Non, c'est pas assez drôle, ça se prend trop au sérieux sur des trucs. Et bon, alors la phrase mythique, c'était ça va, parce que les acteurs, les personnages n'arrêtent pas de se dire ça va. Donc à la fin, alors comment ça va? Excellent. Bon, au moins on s'est marré, mais non. Passez votre chemin, même les fans de nanar, ça vaut pas le coup, quoi. Bon, allez. Voilà. Donc The Bridge, on passe. Dommage, mais je crois qu'ils se sont trop pris au sérieux. Le prochain, c'est quoi? Alors, je pourrais parler de Hansan Rising Dragon, les visiteurs du futur. Ah oui, monsieur, je l'ai pas. Oui, vas-y. Ah oui, on va le faire dans l'ordre du truc. Alors, je vais beaucoup parler en fait. Là au début, parce que moi, j'ai pas pu aller beaucoup au bif. Mais en tout cas, donc j'ai vu Le Visiteur du futur. Alors, tu connais toi Le Visiteur du futur un petit peu ou pas du tout? Non, pas du tout. Alors, Le Visiteur du futur, c'est comment dire? À la base, c'est une web-série réalisée par François Descraques. Alors, je crois que j'ai peur de dire une bêtise réellement à la date où ça a commencé, mais au début, c'est des copains qui n'arrêtent pas de faire des vidéos, et à un moment, ils lancent une série de, je crois, 4 vidéos. Sur Le Visiteur du futur, c'est 4 petits sketchs et en gros le principe c'est un gars qui va faire quelque chose et là il y a un espèce de clochard venu du futur qui lui arrive et qui lui dit non, surtout ne fais pas ça parce que si jamais tu fais ça, voilà ce qui va se passer. D'accord. Donc c'est à la base c'est une blague, une sorte de blague, etc. Sauf qu'elle marche. À l'époque YouTube n'existe pas, je crois pas, donc ils sont sur Dailymotion. Wow, et ça marche. Ils ont aussi leur propre site qui s'appelle Fresh Nerd. D'ailleurs, vous pouvez aller voir là-dessus. Ça marche suffisamment bien pour qu'ils se disent allez hop, on continue et on fait une série. Donc ils développent le principe, l'histoire, etc. Et ils font une saison 1 vraiment faite de briques et de broc. D'accord. Voilà, ils y vont comme ça, quoi. Et puis, comme certains succès sur Internet, ça marche. Ouais. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font une saison 2, donc ils commencent à développer. Là, ils rajoutent le concept, je crois que c'est dans la 2e saison de la brigade temporelle. Donc, c'est des gens qui sont là pour empêcher qu'on change le futur. Parce que lui, il revient en fait du futur pour expliquer qu'il ne faut pas faire telle chose, parce que le futur, c'est vraiment dégueulasse. Il y a des zombies, etc. Donc, la brigade temporelle, elle est là pour dire non, mais tu ne peux pas faire n'importe quoi avec le c'est un peu le time cop. Voilà, c'est un peu le time cop. Ouais. Et puis, il y a une 3e saison qui est produite par Ankama, je crois. Donc Ankama, c'est notamment la boîte qui fait Dofus et puis qui fait énormément de dessins animés. Et, puis et la qui Princesse fait aussi... Dragon, dont on va parler tout à l'heure. Ah, et la Princesse Dragon, donc ils sont devenus des... c'est devenu gros, Ankama, mine de rien. Et puis, il y avait... et puis, ils ont fait la 4e saison. Alors là, je ne sais plus si c'est la 3e ou la 4e qu'ils l'ont fait avec France 4.
où là, il commence à avoir vraiment de la production. Ça se passe d'ailleurs dans le futur, avec Néo Versailles, etc. Bon, je vous passe, allez le regarder, c'est gratuit, c'est sur Internet, vous pouvez. Et franchement, c'est sympa. Si tu les as pas vus, va les regarder. Ils ont sorti après des BD, des bouquins. Un bouquin qui est très chouette, qui est écrit par Slimane. C'est lui qui joue le docteur Castafiore. Et qui... Alors, typiquement, c'est un des trucs... Moi, je trouve, c'est une série avec pas mal d'humour. Et il y a des trucs... pur geek qu'on retrouve, genre par exemple le robot qui, lorsqu'il se rend compte qu'il est un robot, en fait il bug et donc il s'éteint, tu vois. Okay. Et donc à un moment t'as tout ce gimmick où il fait non mais je suis pas un robot, et puis ah si, d'accord, etc. Franchement il faut le regarder, ça vaut le coup. Et alors je sais plus combien d'années après, mais au moins 8, un truc en genre, je me demande si c'est pas plus que ça, ils ont enfin réussi à faire un film. Il n'y a pas besoin de connaître Le Visiteur du Futur pour aller voir le film, donc vous pouvez y aller. Allez-y même, je vous conseille d'y aller parce que c'est un film tout ce qu'il y a de plus correct. Alors c'est pas le film de l'année si on compare avec toutes les productions qui sortent, mais je trouve que franchement pour un film français de genre, il s'en tire plutôt bien. On peut même tirer sa petite larme, et puis en plus il est en pire... il est vraiment dans l'air du temps, puisque à l'heure actuelle, tout le côté futur, il faut en prendre soin de la planète, etc. Parce que sinon, ça va être vraiment la merde. Là, il est en plein dedans. Les acteurs, c'est chouette de retrouver les acteurs et toutes les équipes qui ont participé au succès du Visiteur du Futur. Mais avec d'autres personnages. Franchement, allez-y. Parce qu'il faut montrer aussi aux producteurs que ils peuvent aller produire des films de genre en France ou en Belgique ou autre, et que ça marche et que ça vaut le coup de le faire, etc. Donc soutenez, vous allez voir un bon film. De manière générale, c'est pas le film du siècle, mais franchement ça vaut la plupart des grosses daubes qu'on voit passer. Franchement, par rapport à un Marvel, au moins vous rigolerez plus, et voilà, donc c'est au moins ça. Et voilà, donc allez le voir. Moi, j'ai passé un bon moment. Le thème du temps et des paradoxes temporels est bien traité. Et je trouvais que la petite pirouette de fin, je l'avais pas vue autre part. Donc bravo à François Descraques. Voilà. À voir. Et donc à voir. Et au pire, si vous pouvez pas aller le voir au cinéma, matez-le vous. À un autre moment tranquille, vous allez pas passer une bonne soirée. Donc Visiteur du Futur, validé alors. Ouais, validé, franchement. Ouais, moi j'avais un peu peur et je trouve que il s'en sort bien. C'est un film de cinéma et déjà c'est déjà pas mal. Écoute, à propos de film de cinéma, moi je suis tombé sur Han-San Rising Dragon, qui est un film coréen. Alors ça, on est plutôt sur un film historique qui nous retrace un combat très important dans l'histoire de la Corée, qui est une bataille navale qui a eu lieu, il y a eu beaucoup de batailles navales entre la Corée et le Japon, mais là ça retrace une bataille navale qui a eu lieu que je regarde vite mon petit résumé, en 1592, et qui a été menée par un amiral coréen qui s'appelle Yi Sun-shin, qui est, chez nous évidemment méconnu, mais en Corée c'est un héros de guerre qui est c'est un peu le Nelson coréen, quoi. Très, très grand stratège. Des statues de lui partout, vraiment un grand bonhomme. Et le film retrace une bataille navale qui a eu lieu donc entre lui et entre la Corée et le Japon. Et le film met en scène la tactique qui a été mise au point. D'ailleurs, regarde là, on le voit là avec la formation des bateaux. C'est parce que, donc je suis distrait parce qu'on réagit mon micro. Oui, je suis désolé, mais c'est de ma faute, parce que si tu regardes ton niveau de micro, plus ça va, plus tu es loin. On a l'impression. On change pas l'équipe qui gagne. Hein. Non. Donc voilà. Et donc c'est vrai qu'on voit les images. Donc pour ceux qui ont juste le son, je vous conseille d'aller taper. Allez voir la bande annonce. La bande annonce. Donc ça s'appelle Han-San Rising Dragon. HANSAN.
San. C'est le nom d'une île en fait qui est un point stratégique qu'il a fallu récupérer. Et c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Et le bateau que vous allez voir dans la bande-annonce, qui est le bateau Tortue, c'est un bateau qui a vraiment existé et qui a vraiment été fabriqué pour cette bataille-là et pour ce contexte-là et qui est exposé dans un musée en Corée, quoi. Voilà, donc à voir. Par contre, c'est un peu compliqué à suivre parce que donc c'est des Coréens contre des Japonais. Il y a des espions coréens chez les Japonais, des traîtres japonais chez les Coréens. Voilà, là, mieux quand même. Et donc du coup, des fois, c'est très compliqué à suivre. Il faudrait des petits drapeaux sur l'épaule des gens pour qu'on puisse savoir qui est qui, parce qu'à un moment, ça devient vraiment très compliqué à suivre. Mais voilà, rien que pour le plaisir des yeux, c'est incroyablement bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis les Coréens, voilà, je vais m'attarder un petit peu tout à l'heure sur un film coréen, mais les Coréens, ils font des trucs de dingue. Hein. Ça, ok, donc voilà. Hansan, tu valides. Hansan, je valide, ouais. Hansan, tu valides. Alors, on va enchaîner, à moins que tu en aies un autre à présenter, Damien. Je ne sais plus, je t'avoue. Alors, écoute, moi j'ai Totem. Alors Totem, un bon film de bif. Hein. Bon, là, on est sur un film de 90... non, même pas, attends, combien de temps ? 73 minutes. Film belge, Fred Delhoff, qui a fait la série Baraki. Est-ce que tu as vu la série Baraki ? Non, j'ai pas vu. Bon, là, on est dans du belge bien gras, quoi. Bien gras qui colle à la peau, quoi. Vraiment, alors je vous pitch le truc, c'est très simple, c'est l'histoire d'une totémisation scout qui est parti en vrille. Le scout est décédé suite à un accident et 25 ans après, les chefs responsables de cet accident se retrouvent pour faire une thérapie dans les bois. Donc ils se remettent en habit scout et tout avec une psychologue et ils font une feuillée. Alors une feuillée, pour ceux qui n'ont jamais été au scout, c'est un trou dans lequel on fait ses besoins. Je sais pas si à cette heure-ci on peut encore parler de tout ça, enfin bon bref, on fait ses besoins. Oui, ouais. Dans lequel on sûr. fait caca, voilà. Et donc dans lequel on fait ses besoins et il y a un des chefs scouts qui tombe dans la feuillée et qui voyage dans le temps. Et donc en fait c'est l'histoire d'une feuillée qui permet de faire des voyages temporels. Comme quoi c'était le thème du bif. En tombant dans le caca, quoi. Et alors du coup il y a les chefs scouts qui voyagent dans le temps pour aller dans le passé. Il y a pour retrouver leur eux jeunes. Et puis il y a le scout qui est mort du passé et qui va remonter dans le futur pour essayer de massacrer les chefs du futur. Enfin voilà, ça dure 70 minutes, c'est un gros délire. Alors c'est assez marrant parce que Fred Delhoff, quand il est monté sur scène pour vendre son film, il a dit clairement c'est de la merde. Il a complètement sous-vendu son film. Il a dit très clairement, il disait de la merde. Oui, c'est du bon film cocasse de bif, quoi. Voilà, quoi. Donc à voir, mais c'est un film de genre, hein, attention, vous attendez pas à de la subtilité, voilà, c'est voilà. D'accord, c'est sympa. Si on tombe dessus, si on a l'occasion de le voir, plutôt avoir entre potes que tout seul. D'accord. Voilà. Je vois aussi ici, ça, je vais vite passer dessus en quelques secondes. Tomb of the River, un thriller coréen. Comme les Coréens savent le faire, un thriller coréen qui traite de la mafia coréenne, réalisé par Young Bin Yoon. Voilà, alors. Et c'est bien ? Oui. Ah oui, je l'ai pas, oui, j'aurais dû commencer par ça, c'est très bien. C'est très bien, d'accord. Tomb of the River. Ouais, Tomb of the River. C'est quoi, c'est un thriller, c'est un film d'horreur ? C'est un thriller. Un thriller bien noir, vraiment. Bien noir. Ouais, okay. Un thriller bien noir. Bon, je le bif pour le regarder validé. Alors le problème des films du bif, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut se déplacer au bif, c'est que après c'est compliqué. C'est très compliqué de les retrouver après. Donc l'année prochaine, on compte sur vous pour aller au bif. Bah oui. Voilà. Surtout que là, moi j'ai trouvé, il y avait certaines séances où il n'y avait pas grand monde et c'était triste. J'ai vu une séance notamment de court-métrage. D'animation fantastique. On était 5. Alors je pense qu'ils avaient mal mis en avant cette séance-là. Il y avait plein de gens qui m'ont dit « Ah ouais, mais je savais pas qu'il y avait ça. » Donc bon, il y a peut-être un problème de mise en avant de la séance. Mais au-delà de ça, franchement, ce qu'on a vu et de se dire « Bah voilà, t'es juste... je crois qu'on était 5, 6 dans la salle. Ouais. C'était dommage. Et donc il y avait de la place sans aucun problème pour avoir beaucoup plus de monde. C'est pareil, moi j'ai eu l'occasion de pouvoir voir McTiernan qui est venu faire une masterclass au BIF. Donc McTiernan qui est le réal de Predator, Octobre Rouge, Piège de Cristal 1 et 3. Un grand monsieur, quoi. Un très très grand réalisateur. En fait, c'est un réalisateur d'action magnifique.
En fait, quand vous regardez ces films, vous vous rendez pas compte du travail de mise en scène qu'il y a, mais en fait, c'est extrêmement efficace. Si on le compare à celui qui a fait Transformers, etc. Là, j'étais d'un coup. Oui. J'ai un trou de mémoire. Ouais. Qui fait des plans iconiques où tout est visible, où vraiment, voilà, les trucs sont mis, mais c'est incompréhensible au niveau de l'action. McTiernan, c'est l'anti ça. C'est-à-dire que tout est toujours compréhensible. Dans l'action, si tu regardes Piège de cristal, il n'y a aucun moment où tu es perdu. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, où sont les enjeux, pourquoi la scène existe, qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est fantastique parce que c'est d'une simplicité et en même temps d'une redoutable efficacité. Il n'y a pas de m'as-tu vu ou quoi que ce soit. Les trucs sont là parce qu'ils sont là. Et d'ailleurs, une des questions qui a été posée, c'est par rapport à son premier film, il y avait un peu de lance flare, etc. Et donc, c'est Gorian Despature qui l'a interviewé. Il lui dit, tiens, vous êtes un des premiers à avoir mis des lance flares dans votre film. Et il dit, non, mais c'est pas ce que j'ai voulu faire. En fait, pour moi, un film, ça s'observe, ça se montre pas, ça se démontre pas. Donc, la scène, tu vas la filmer telle qu'elle existe. Alors, tu vas mettre ta caméra, etc. Tu vas raconter quelque chose, mais tu vas pas transformer. S'il y a une lumière derrière le personnage, eh ben, tu vas laisser la lumière derrière le personnage, en fait. Okay. Tu l'observes, la scène. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est un mec, par exemple, c'est La Nuit américaine qu'il a regardé un nombre de fois hallucinant. La Nuit américaine de Truffaut, alors que lui, c'est un vrai faiseur de films d'action qui fait Predator derrière. Donc, c'est rigolo de se dire que Truffaut a influencé de cette manière-là la manière, la grammaire du cinéma. En tout cas, c'était une masterclass fantastique. Normalement, elle devrait arriver un jour ou l'autre, parce qu'elle n'est toujours pas arrivée, sur le site du BIF. Pas le site du BIF, le YouTube du BIF. On la repartagera. Voilà. Regardez-là. Pour les amoureux de cinéma, c'est fantastique. Il explique plein de choses. C'est une vraie leçon de cinéma. Donc... voilà, moi j'ai adoré le voir, j'ai même fait une dédicace. Mais non, mais franchement, excellent. Voilà, Mike Tiernan, très très grand réalisateur, qui malheureusement à cause des histoires de justice, peut-être on fera une spéciale Mike Tiernan un jour, a arrêté de faire des films, et j'espère que maintenant il est sorti de prison, donc j'espère qu'il pourra de nouveau refaire des films. Vous inquiétez pas, rien de grave, c'est juste il a menti à un agent fédéral et donc il a fait je sais plus combien d'années de prison. Juste parce qu'il a menti à un agent fédéral quand même. Donc on s'est privé d'un talent tellement énorme. Voilà. Alors, on repart sur le BIF. On repart sur le... c'était toujours le BIF. Hein. Ouais, c'est vrai, sur les films du BIF. Alors là, je vais sauter un film, on reviendra dessus après, mais tant qu'on est sur les Coréens, je vais continuer avec un film coréen que j'ai vu, mais parce que là, je voudrais m'attarder un petit peu sur le cinéma coréen. Donc là, j'ai été voir Sinkhole de Ji-hoon Kim, qui est un film catastrophe. Alors le pitch, il est très simple, c'est des gens qui viennent d'emménager dans un immeuble, et il y a un trou qui se forme suite à des problèmes géologiques, et l'immeuble s'enfonce dans la terre de plusieurs centaines de mètres. Alors là, c'est ça le truc particulier dans le cinéma coréen. Alors je vais même généraliser parce que c'est pas le seul film où on retrouve ça. C'est-à-dire que ça commence... là on a les images, effectivement, d'accord. Ah oui, le film, l'immeuble disparaît sous terre, quoi. Voilà. Ouais. Oh là, ça plaisante pas. 500 mètres. 500 mètres, okay. Ouais. Alors, ça commence comme un film. Ils sont dans la merde. Ça commence comme un film potache avec de l'humour potache, quoi, avec du comique de répétition, et donc tu t'attends d'abord à un film de catastrophe avec des trucs dramatiques, et puis t'as une espèce de truc burlesque avec des acteurs des personnages hyper stéréotypés qui surjouent parfois, et tu te dis tiens, bon, c'est pas vraiment ça que je suis venu voir, mais allez, pourquoi pas. Et puis tout d'un coup, sans transition, on switch dans le drame, avec tous les codes du film catastrophe et du film dramatique, donc un mort, je ne vais pas en dire plus. Et donc en fait c'est assez déstabilisant parce que on se dit tiens, ok, en fait ils vont en faire un film une petite comédie burlesque, et donc tu te dis quelque part on est en sécurité, tu vois. Et puis bam, ça switch et boum, ça part en film dramatique, et puis un film catastrophe, et puis bam, pendant la catastrophe ça re-switch en film comique, en truc burlesque. Et je sais pas, t'as vu Parasite ?
Oui. Ben, dans Parasite, tu retrouves ça aussi. T'as un peu ce côté un peu comédie légère comme ça, et puis tu suis dans un truc dramatique. Et alors, c'est bizarre parce que c'est pas une comédie dramatique. T'as les codes de la comédie, et puis tu switches dans le drame. Et c'est ça qui est complètement déstabilisant, quoi. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans le cinéma coréen, c'est qu'il nous désarçonne avec des codes qu'on ne connaît pas. Que ce soit dans la manière de scénariser leur truc ou même dans les interactions sociales. Il y a un truc qui est beaucoup, qui revient beaucoup dans les films coréens, c'est la relation, la hiérarchie par rapport aux aînés, par rapport à ton chef et des choses comme ça. Et des trucs qui passent dans le cinéma coréen et qui pourraient pas passer chez nous, quoi. Je sais pas, ton chef qui va te gifler, quoi. Tu vois. Oui, mais alors ça, c'est effectivement assez courant. Je dirais pas courant, mais... Et ça met... alors, ça peut être de la violence physique, évidemment, mais parfois, c'est de la violence verbale. Et ça met une tension, parfois, mais qui est horrible. Dans les thrillers ou dans les drames coréens, ça rajoute une tension qui est vraiment poisseuse, quoi. Enfin voilà, petite parenthèse sur ce que moi je pense du cinéma coréen. Le fait aussi qu'ils n'ont pas de filtre. Encore une fois, c'est mon propre avis, hein. Ils vont assez loin dans... genre par exemple, j'ai aussi vu The Killer, qui est un espèce de John Wick complètement boosté. Oui, et en en fait, pas fait, confondre avec c'est un nouveau film, c'est pas le vieux film de John Woo. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc The Killer, film coréen, où oui, c'est un espèce de mercenaire, tueur à gages qui se venge, quoi. Alors dans John Wick, on retrouve ça aussi. John Wick, c'est hyper bien, l'action est terrible, le personnage est génial, mais dans The Killer, il va encore plus loin, quoi. Que ce soit dans les bastons, que ce soit dans la manière de se venger. Et voilà. Donc voilà, ça c'était ma petite parenthèse sur les films coréens. Alors, on va aller dans le plus soft cette fois-ci. Pour Dragon Princess. Donc, que j'ai vu aussi. Ouais, alors on est allé avec nos filles. enfants. Ah oui, premier bif pour nos enfants d'ailleurs. Ouais. Et... Parce qu'il faut savoir que le bif, donc il y a un jour sur tout le festival où ils consacrent C'est habituel ça ? Oui, c'est habituel. Ouais. Enfin, en tout cas, ça fait quelques années qu'ils le font. Ils consacrent des projections pour les enfants. Alors, souvent, évidemment, c'est lié au fantastique, hein, ça c'est le but. Hein. Et c'est une manière aussi de faire découvrir aux enfants le festival, parce que le festival, c'est pas que des films, c'est aussi des animations, des choses à découvrir. Voilà. Je mets un petit peu la musique. La Princesse Dragon, réalisé par... Alors, c'est un film français ? Un film français, oui. Produit par Ankama. Produit par Ankama, dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Damien ? Je l'ai pensé en deux temps. En fait. C'est ça qui est bizarre quelque part. C'est-à-dire, d'abord, j'ai vu le film et donc je me le suis pris en pleine face. Et au début, je me suis dit, tiens, on n'est pas loin du Roi et l'Oiseau. Il y a vraiment un côté avec le côté... Tu connais pas le Roi et l'Oiseau ? Non. Non mais t'arrêtes tout de suite, tu vas aller me regarder le Roi et l'Oiseau et puis tu reviens, quoi. Quand même, avec Prévert au scénario, etc. Non, ça te dit rien du tout. Bon fantastique. Donc Baudouin nous a rejoint. Est-ce que tu connais le Roi et l'Oiseau, Baudouin ? Non. Je suis entouré d'un culte. C'est comme dans la folle histoire de l'espace. Je suis entouré de trous du cul, mais là c'est d'un culte. C'est un peu, tu vois, c'est un peu soudain. C'est un peu soudain. Ah là t'arrives, hein, il faut bien que je te baptise. Parce que tu dis qu'il y a un casque qui est là, mais j'entends rien. Ah oui, mais c'est parce que normalement tu dois l'entendre. C'est la C. Donc Le Roi et l'Oiseau, voilà. Et Le Roi et l'Oiseau, c'est un film qui est merveilleux. Donc si vous l'avez pas vu plutôt, allez le regarder. C'est un film fantastique qui raconte l'histoire de la bergère et du ramoneur et du roi qui évidemment veut la bergère et veut zigouiller le ramoneur. Allez le regarder, c'est fantastique. C'est un chef-d'œuvre, un petit bijou qui a influencé énormément de gens, notamment au Japon. Okay. C'est-à-dire que il y a toute une série de films japonais qui ne seraient pas les mêmes si
ils n'avaient pas vu Le Roi et l'Oiseau. Donc c'est vraiment un film qui a influencé derrière énormément de gens. Donc Le Roi et l'Oiseau. Le Roi et l'Oiseau, ouais. Je peux essayer de vous trouver des trucs. Je vais vous passer des images après du Roi et l'Oiseau. Et donc au début, j'ai vraiment eu cette impression quelque part en regardant Princesse Dragon parce que y a un narrateur, etc. Et je trouvais que quelque part il y avait un peu l'enchantement qu'il pouvait y avoir sur Le Roi et l'Oiseau. Après, on le perd un petit peu, mais ça reste un film, je vais te dire, de bonne tenue. Franchement, tu passes un bon moment. Lily Rose, ma fille, elle a adoré. Ouais, elle est bien aussi. Franchement, elle est rentrée dedans nickel. Et puis, il n'y a pas vraiment de temps mort. Ça fonctionne bien. De manière générale, franchement, c'était un bon film. Je dirais que bon, le début est vraiment bien. Après, ça descend un petit peu, et puis après, tu restes sur quelque chose de correct, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Après, alors, je suis d'accord sur le fait qu'il faut rééquilibrer le fait que le masculin a eu le beau rôle pendant tellement longtemps que bon, voilà, on pourrait un petit peu partager, etc. Mais là, franchement, le masculin est vraiment vu. Mais il n'y a rien qui rééquilibre là. Là, c'est vraiment l'inverse. Et c'est un peu trop, je trouve, d'une certaine manière. Là, il y a un moment, il manque. Alors bon, si, t'as le père Dragon qui, lui, est cool. Mais globalement... les mecs en prennent pour leur grade dans le truc. Ouais, c'est vrai. C'est assez violent. Et je trouve que ça manque un peu de comment dire, de nuance à ce niveau-là. Je veux dire, le promis, il est vraiment c'est presque là. Le roi, pareil. Bah voilà, il y en a pas un pour acheter l'autre, et c'est un peu dommage. Voilà. De ce point de vue-là, je trouve que c'est voilà. Et toi, t'en as pensé quoi ? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'avoue que le côté masculin. Enfin, complètement caricaturé, j'ai complètement zappé cet aspect-là. Mais de la même façon que si ça avait été l'inverse, c'est que t'as les femmes potiches, ou c'est à cause des femmes que les trucs arrivent, etc. Et il y a eu un nombre de films incalculable qui était dans l'autre sens, on est bien d'accord, mais c'est comme le fameux truc où tu remplaces le héros tout-puissant par une héroïne toute-puissante. Il y a un moment, c'est pas la peine de faire les mêmes erreurs qu'on faisait avant, quoi, tu vois. Donc, mais oui, c'est juste. Écoute, graphiquement, je trouve que c'est superbe, petite touche Miyazaki, enfin Ghibli en tout cas. L'histoire est belle, c'est un conte. Voilà, le dragon est superbe. Enfin, vraiment, c'est tout ce que je demandais. Mes filles m'ont adoré. D'ailleurs, la grande m'a dit tiens, papa, pourquoi est-ce qu'on n'a pas crié à la porte oui, alors ils ont pas trop, ils ont pas trop fait le bif, les enfants, mais bon, voilà. Mais donc voilà, vraiment à voir, très beau film. Donc à voir avec vos enfants et je dirais à partir de 7 ans. Oui. Voilà. Tant qu'on est dans les coups de cœur, je vous propose qu'on passe à l'employé du mois. L'employé du mois. Ça, c'est donc un film belge. Film belge réalisé. C'est la surprise. Oui, vraiment la belle surprise du bif. Ouais, donc moi j'ai pas pu le voir, mais vous l'avez vu tous les deux et vous êtes unanimes tous les deux. Un sacré bon film. Donc c'est un film belge, réalisé par Véronique Jadin. Véronique Jadin avec Alex Vizorek notamment. Alex Vizorek, qui joue dans le film. C'est quoi l'histoire, la base de l'histoire? Et Laetitia Mampaka aussi, si je ne me trompe pas du nom, Laetitia Mampaka, à qui on a pu parler aussi. Pour qui c'était son premier film? Ouais. Aussi. Mais on va dire l'osmose qu'il y a eu avec. J'ai oublié le nom de l'actrice, je suis désolé. J'ai oublié aussi. J'ai oublié. L'osmose qu'il y a eu avec l'actrice principale. Il y a eu des moments de silence, au fait, où il ne bougeait pas, mais tu pouvais trouver ça tragique ou tu pouvais trouver ça marrant aussi. Et parfois les répliques. Donc on a une scène d'agression sexuelle où, ben voilà, j'ouvre la porte, je lève ma tête, ben voilà, ma tête se cogne contre mon œuvre d'art qui est finalement à l'arrière de mon crâne. Bon, je spoil un peu. Mais c'est d'une rapidité. Alors, j'ai rien compris du tout. Voilà, voilà, justement. Mais c'est quoi le principe de l'histoire alors le principe de l'histoire, c'est donc ça se passe dans une petite compagnie. Ouais, c'est ça, une petite compagnie qui vend de nettoyage. Voilà, c'est ça, qui vend des produits de nettoyage.
et qui, en fait, on suit oui, Damien, je vais parler dans le micro. Merci. Enfin, il comprend. Tu sais, je l'avais augmenté. Donc, on suit l'histoire de Inès qui est la comptable, il me semble. Ouais, c'est ça. La comptable depuis 17 ans. Depuis 17 ans, ouais, d'une petite boîte. Pas d'évolution. Hein. Ouais, donc ça fait 17 ans qu'elle est comptable, et puis un peu femme de ménage, et puis un peu secrétaire, et puis voilà. Et puis un beau jour, une stagiaire arrive. Voilà, une stagiaire arrive, et voilà. Tous ont connu sa mère. Ouais. Qui était gentille. Ouais. Et l'ambiance dans le bureau est crapuleuse, parce que c'est ça que le film dénonce, en fait, c'est la position de la femme dans la société, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça, parce que donc c'est une boîte où il y a que des mecs. Il y a une femme aussi. La stagiaire. Ah oui, c'est oui, mais elle n'est pas employée par la boîte, quoi. Ah oui, ouais, juste, c'est ça. Ouais, c'est juste. Et en fait, elle est. C'est hallucinant parce qu'en fait, j'ai même vu que t'as décalé le micro pour ne pas être en face. Comment tu fais? Donc du coup, moi j'ai perdu le fil de mes idées avec ça. Donc en gros, Baudouin, je vais te laisser continuer. En gros, t'as un élément extérieur qui arrive dans cette entreprise, si je comprends bien. Voilà, qui doit faire un stage. Hein, donc Laetitia Mampaka. Voilà, Laetitia Mampaka. Et donc tout d'un coup, en fait, ce qui paraît normal, vu qu'elle arrive dans cet élément perturbateur dans l'entreprise, bah ça crée justement le contraste et tout d'un coup les choses se débloquent, je suppose. Et tout d'un coup, les choses se débloquent. Je sais pas, mais voilà. C'est en tout cas, c'est l'élément déclencheur, quoi. La stagiaire arrive et c'est vraiment le jour où je te dirais que tout part en couille. Où c'est une série qui va durer plus ou moins 75 minutes, ouais. Je crois, hein, quelque chose comme ça. 180 minutes. Mais 180 minutes. 80 minutes. Ok. 80. Mais alors, ce qui est très très intéressant dans ce film, c'est qu'on n'a pas de temps mort. Ouais. Et ce que j'ai adoré dans ce film, c'est que ce qui est grave est transformé en humour. Mm-hmm. Parce que ce cliché est tellement vrai que c'est beauf. Mais donc on parle bien, on parle du cliché, on parle du cliché, des machos, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Des remarques ultra dérangeantes, sexistes, abominables, quoi, vraiment dégueulasses, mais qui sont en fait à peine poussées, quoi. Mais qui sont en fait aussi pour moi une réalité de la société. Comme on dit, la promotion canapé. Ouais, c'est ça. Voilà, la promotion canapé existe. Ouais. Ce n'est pas ça. Enfin, quand on voit, cette fameuse première scène du premier décès. Ouais. En fait, et donc le chef de Inès meurt. Tu vas vous raconter tout le film ou... Non, mais c'est le début, d'accord. Ouais, ça c'est le début. Hein. Et c'est dans le trailer. Hein, c'est vraiment parce que j'ai pas de wifi. C'est dans le trailer. Hein. Le boss de Inès meurt par accident. Et puis fuite en avant, quoi. Ils vont devoir gérer. Et donc là, elle se retrouve complice avec sa stagiaire. Ouais, bah oui. Et puis après fuite en avant, quoi. De fil en aiguille, hein. C'est vraiment de fil en aiguille, quoi. Alors, ce qui est génial, c'est que on a l'impression d'être. Allez. Tu vois, on a l'impression d'être dans la compagnie. Ouais, on a l'impression que si on rentre dans la compagnie, on la connaît. Parce qu'il y a tellement peu de pièces. Ouais. Et on a vraiment pitié pour elle, quoi. Quand elle craque à un moment, qu'en fait elle apprend que ses chefs font des promotions et puis qu'elle n'en a pas, machin. Et vraiment. Ok, ça va. Je reparle dans mon micro. Et on a vraiment... on s'attache au personnage. Donc, c'est vraiment... C'est votre coup de cœur du festival. Oui. Ouais, bon, peut-être parce que je les ai interviewés aussi. Moi, j'avoue que j'ai ma... D'ailleurs, tu les as interviewés, on peut retrouver où ces interviews? Alors, on peut déjà la retrouver sur la page de Zoom dans ta ville, donc ZDTV. ZDTV, Zoom dans ta ville. Sur la page YouTube, où justement, je les ai interviewés. Et franchement, c'était une rencontre très, très intéressante. Et aussi Alice Lucie, qui est la héroïne, Mad Heidi. Pour elle aussi, c'était son premier film, aussi. Et tout a été vite.
aussi. C'est ça qui est génial. Et pour elle, de se retrouver à l'écran face à plein de gens et connaître aussi l'ambiance bif, c'était très très spécial pour elle. Et ce film, on peut le voir où ? Parce qu'il a été déjà... Ça veut dire qu'il est déjà sorti en salle ? C'était une avant-première. Je croyais qu'il était déjà sorti en salle. Pour l'instant, il va sortir à Liège. Ouais, c'est ça. Dans donc le FIFC. Oui, c'est ça. Le Festival du film comique. Festival du film comique. Quoi, Ouais. vous me dites que là, à votre coup de cœur, il sort qu'à Liège ? Oui. Il va être Pour l'instant, reprojeté à Liège. D'accord, non mais moi Au je festival. suis à Bruxelles, j'ai envie de le regarder, ou je sais pas moi, Marie qui se trouve à Nantes a envie de le regarder, elle fait comment ? Bah ouais, c'est problématique. il va être diffusé en salle, j'imagine. Je ne sais pas. Honnêtement, Non, c'est un mais film j'en pour sais rien. moi. Il doit être passé en salle. C'est voilà comme je dis. Oui, Moi, c'est ce genre de film là où je suis prêt à aller à l'UGC ou au Kinépolis Ouais. pour payer la somme pour voir ce film. Parce Oui, que ou c'est même vraiment- dans un cinéma type Palace ou Vendôme ou machin, Voilà. peu importe. Hein, mais oui, t'es prêt à payer pour voir ce style bien de sûr, film, voilà. Bien sûr. Donc ça serait Parce que triste c'est belge, qu'il soit hein. pas distribué. Bah, si, un petit peu quand même. Oui, mais Ouais, c'est ouais. pas seulement ça qui vous a fait kiffer, quoi. C'est vraiment le film lui-même. Oui. Donc il faut que j'aille à Liège pour le regarder, quoi. Voilà. Et si je peux donner une cote, Si tu veux. voilà, parce que c'est vraiment un film où j'aime bien. Il y avait un humour noir, enfin très spécial. Moi, je lui mets un bon 8,5. Un bon 8,5. Un bon D'accord. 8,5 sur 10. Ouais. En sachant que ce gars-là regarde les Marvel, alors après. On va pas parler Marvel ce soir, s'il vous plaît. Non, on va pas en parler. Alors, De toute façon, on a déjà parlé des films et des machins qu'il fallait voir avant, donc t'avais qu'à être là. mais j'ai d'abord. quand même vu les films de Seigneur des Anneaux. J'ai vu les 2 premiers épisodes. Voilà. Ouais. Ah, mais il D'accord. fallait arriver plus tôt. Fallait arriver plus tôt pour en parler, J'ai voilà. un reportage. Tu pourras écouter le début de l'émission pour savoir si on en Avec pense. grand plaisir, et Voilà. je remettrai mon avis dessus. Tout à fait. On arrive vers la fin de l'émission. Qu'est-ce que On peut qu'est-ce qu'il parler, nous reste, on peut parler de la daube qu'on a vue à Baudouin. On peut parler de Cube. The Cube. Cube, donc Cube. film de clôture en salle 2 pour le bif. On va pas s'éterniser dessus parce qu'il en vaut vraiment pas la peine, parce qu'il faut qu'on parle de Junkhead aussi. Oui, Enfin, moi je l'ai pas vu celui-là. Hein, je l'ai Cube, pas vu. remix japonais complètement foiré, on va pas se mentir. Le moment que j'ai passé dans la salle a été sauvé par l'ambiance. Ouais. Moi j'étais réveillé par le ventilateur. C'était à chier, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé. Il fallait pas refaire, c'est complètement inutile. De quoi, c'est un remake de Cube C'est un remake de Cube c'est qui un donne juste remake envie de de revoir l'original. Alors pourquoi c'est merdique ? Voilà, je mâche pas mes mots. Parce que le réal a voulu rajouter un peu de trucs émotionnels. Avec des flashbacks très mal amenés, alors que ça n'a pas sa place. là, je vois les images, effectivement, c'est très proche de l'original. Donc, Oui, on mais est c'est vraiment dans mais l'histoire. complètement, l'idée, c'est la quoi. même, Oui, le même oui, non, concept. c'est vraiment la même chose. Hein. On Voilà. est d'accord, hein, c'est vraiment la même chose. Voilà. Un des moments que j'ai préféré, c'est quand j'ai brillé par la blague que j'ai balancée dans la salle. On peut l'avoir ou pas Ouais. Donc il y a un des protagonistes qui est haïssable, comme tous les protagonistes du film, qui se fait tuer par un autre protagoniste. Alors tu vois, en fait, les cubes, la surface du cube, c'est des portes coulissantes, tu vois. Et il y a un des gars, il prend la tête du gars, ouais, c'est que des gars, hein, avec une femme, voilà. Bref, et il prend le mec et il lui met la tête dans la trappe et il prend la porte coulissante et avec la porte, il le décapite ouais, ou genre, il le défonce, quoi. il le défonce en D'accord. fermant la porte dessus. Et donc il quitte le groupe, il fait ça de son côté avec l'autre personnage, il rejoint le groupe, il a plein de sang sur lui, et puis l'autre groupe, quand il arrive, il fait tiens, mais pourquoi tu es tout seul et tout, qu'est-ce qui est arrivé à l'autre ? Et là je fais il a pris la porte. Voilà. D'accord. Au moins, t'as fait rire la salle. Voilà, c'est ça. D'accord, donc le film a été, ça c'est clair. Non mais c'est nul parce que bon, C'était mauvais. il y avait vraiment des scènes où bon, de toute façon, les gens connaissent le Cube original. Il y a le frère qui va mourir. Enfin, il y a le frère qui va sauter d'un immeuble, quoi. Ah oui, Alors, dans le flashback. S'il exprime la joie, il reste. Ouais, S'il exprime la tristesse, ouais. Donc, là- le même visage. il avait le même. Donc c'était dur. C'était vraiment dur. Non, faut c'était- pas voir ce film. C'était un jeu d'acteur vraiment. Donc, Cube version japonaise, ne le regardez pas. Tu as vu Heidi, Mad Mad Heidi. Heidi. Alors Mad Heidi, là aussi je vais faire ça rapidement.
Bon, là, on est sur du film. Alors là, ça porte un nom, ce style de film. C'est quand même les gagnants. Swissploitation. Swissploitation. D'accord. Après la Blaxploitation, la Swissploitation. Donc là, on part sur des. L'histoire d'amour aussi. Ouais, sur des Suisses qui massacrent des nazis. Qui kiffent le fromage. Qui kiffent le fromage. Parce que vous l'avez vu tous les deux. Ouais, évidemment. Qui veulent exterminer les gens qui sont intolérants au lactose. Voilà. En gros, les véganes. Voilà. D'accord. Et d'accord, ok. Et quoi alors, pour ma part, trop long. Trop long pour le style. Je trouve qu'il fallait se limiter à un truc comme. Par rapport à un Kung Fury, c'est en dessous. C'est en dessous. C'est en dessous parce que c'est trop long. D'accord, c'est en dessous parce que c'est trop long, d'accord. Ouais, alors moi perso, peut-être parce que c'était mon premier bif, moi j'ai kiffé. D'accord. Et peut-être parce que je les ai interviewés en plus, j'ai surkiffé. Alors pareil, on trouve ça sur Zoom dans ta vie. Sur ZDTV, ZDTV. Sur Zoom dans ta vie, là, aussi également. Bon bah chouette. Alors, mais le principe était très intéressant, parce que bon, on arrive à l'entrée, on a les agents suisses, parce que c'est pas des Allemands, on a des agents suisses, transformés en mode protecteur du fromage, si on peut dire comme ça, qui ont un gros bloc de fromage avec eux, qui vont présenter Mad ID. Et ce que j'adore, c'est que moi, en fait, pour la première fois, d'habitude des Marvel, je fais que des analyses de trailer. Et ben là, pour une fois, j'ai pas fait d'analyse de trailer. Là, je me suis dit, j'y vais, je ne connais pas le film. Et qu'est-ce que c'est jouissif, justement, de ne pas regarder les trailers. Et surtout, à la sortie, je tiens à préciser, à la sortie aussi, on nous a donné des fromages, quoi. Ouais, des morceaux de Rest fromage. in cheese. D'accord, ok, rest in cheese, yes. Ok. Et mais ça, de toute façon, c'est effectivement. Alors là, on va pouvoir clôturer. Je sais pas si vous avez encore d'autres films. Ouais, Junkhead, il faudra que je parle. Ah oui, un peu de Junkhead, on peut en mais ça parler va 2 être secondes. rapide, ça va être rapide. Et puis après, on parlera de trailer, not trailer. Allez, hop. Et puis on fait Junkhead. Alors, Junkhead, moi, je regrette. Je n'ai pas vu qu'il passait au bif, mais j'aurais pas pu de toute façon y aller quand il est passé. Junkhead, c'est quoi Alors Junkhead, c'est un film en comment est-ce que ça s'appelle ça ? En stop motion. En stop motion, merci. D'accord. C'est ce que Stop je motion. cherchais. Un film en stop motion, 7 ans de genèse quand même pour faire ce petit 7 bijou. ans. 7 ans, ouais. 7 ans. Ah ouais. Alors c'est très 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 impressionnant. Pour le décor, parce D'accord. qu'en fait le décor, pendant le film, on se dit mais en fait le décor c'est pas possible, c'est de la 3D. Ok. Et en fait pas du tout. C'est tout uniquement du stop motion, quoi. Ouais, et les décors c'est des maquettes. Ok. C'est des maquettes. Un peu à la Bioman des années 80, il sort dans ce genre-là. Oui, quand je sauf vois que ça, c'est en quand même fait. nettement mieux fait. Bon, nettement mieux fait, Oui, évidemment. mais à part que là c'est de la miniature, Ouais. tu vois. Ça me fait un non, peu là. penser à ça, hein, enfin. Ah c'est bon ça. Ah non, Ouais. moi ça me fait pas du tout penser à Pour ça. des- Moi, Tiens, pour certaines choses, tu vois. Moi, à quoi ça me Peut-être fait le grain, en fait. Il y a plusieurs choses. Il y a des références à Geiger à fond. À Giger, ouais. Ouais. Il y a des références Donc à celui qui a designé Alien, etc. Alien. Bon, D'accord. voilà. il y a des références à Akira aussi. Mhm. Enfin, t'as une Il y espèce a l'armée des douze d'ambiance, singes, un petit peu. Oui, l'armée des douze singes. t'as une et- ambiance vraiment non pas steampunk, mais je mets pas le doigt dessus, mais un peu ce qu'on retrouve dans les films de science-fiction des années 80 avec de la vapeur, des gros tuyaux, des gros interrupteurs, des éclairs bleus, tu vois un peu ce que tu as dans le vaisseau d'Alien et dans Terminator et des trucs comme ça. Alors le scénario est très simple aussi. Ça se passe dans le futur. L'humanité ne parvient plus à se reproduire. Elle a donc créé des clones qui un jour se sont révoltés. Ils ont été matés. Ils se sont réfugiés sous terre. Et des centaines et des centaines d'années plus tard, l'humanité se rend compte qu'en fait ils doivent continuer à se reproduire. Donc ils ont appris que les clones avaient trouvé le moyen de se reproduire, ou en tout cas avaient évolué, et donc ils envoient un de leurs chercheurs dans une combinaison, une espèce d'armure, ils envoient un de leurs chercheurs sous terre, et le mec en descendant a un accident, et il se retrouve avec genre c'est juste sa tête dans un casque, et puis après les clones transfèrent le casque sur un autre corps, et ainsi de suite, et donc c'est les aventures de ce Junkhead. D'accord. Et c'est hyper bien. C'est vraiment beau.
à tout point de vue. La musique est superbe, les décors sont superbes, l'animation, il y a des scènes d'action en stop motion, mais qui sont à tomber par terre, quoi. C'est incroyable. Voilà. Junkhead, à voir. Film moi, je voulais le voir, mais... de Takahide Ori. Voilà, je pense que quelqu'un m'a dit qu'au départ c'était un court-métrage, donc il y a peut-être moyen de le trouver quelque part. D'accord. Junkhead. Ok. Voilà. Alors, pour terminer, petit débat rapide, trailer, notre trailer. Trailer, est-ce que tu regardes les trailers avant d'aller voir un film ? Ça dépend les films. Les films que j'attends beaucoup, non. Ouais, d'accord. Et toi Maintenant que j'ai, justement, après analyse, maintenant que j'ai fait mon premier bif, les films que j'étais voir, justement, je les ai découverts sans trailer. Bon, le premier qu'on a été voir ensemble. The Bridge. moi, dans une catégorie nanar. Parce que Non, c'est un mauvais nanar. Mais il y avait des textes profonds, quoi. Ça va ? Non, c'était rigolo parce qu'on rigolait dessus, mais franchement, voilà. Voilà, après, honnêtement, non, j'aime bien regarder les trailers. Parce que justement, c'est ce qui va me permettre de partir dans des idées de what if. J'aime toujours regarder les trailers. Maintenant, pour le bif, je préférerais pas les regarder. Ouais, et je préférerais garder la surprise. Comme voilà, l'intro du bif. D'accord. Alors, il est clair que le bif, vous l'avez vu, on l'a vu dans des conditions particulières parce qu'on avait une carte de presse. Donc, ça permettait quelque part de prendre des risques. C'est vrai qu'à partir du moment où tu payes ta place, tu vérifies que tu vas pas regarder une trop grosse daube quand même. Mais moi, l'énorme problème que j'ai avec les trailers, c'est que il y a très peu de bons trailers en fait. La problématique, c'est que des fois, ça te raconte tellement le film. Le nombre de fois où je commence à regarder un trailer et je fais non, mais ils sont en train de me raconter le film, stop. Et mais on a un peu l'impression, justement, pour Madaidi. Quand on raconte tout le film. Ouais, Madaidi, le film est dans le trailer. Parce que justement, j'ai regardé. Ouais, ben voilà. Ouais. Moi, le lendemain, j'ai regardé le trailer et j'ai fait. C'est le film en fait. Bah oui, et je vois pas l'intérêt. Autant un trailer peut te donner envie, tu vois, en t'amenant des trucs, mais si on te raconte le film, surtout, alors le pire, c'est les films comiques où on va te mettre les 3-4 meilleures blagues, ce qui fait que quand tu les vois dans le film, 3-4 meilleures blagues du film, et tu les attends. Comment ? On connaît les 3-4 meilleures blagues du film parce qu'on les a vues dans le trailer. Ouais. Voilà. Donc moi, je suis... les trailers, en fait, j'aime bien les tout premiers trailers. Généralement, sur les grosses productions, t'as un trailer qui va être plus un trailer d'image, tu vois, machin. Un teaser plutôt alors. Ouais, un teaser. Là, au moins, ok, je veux bien. Mais sinon, les trucs, les 3 quarts du temps. Moi, j'aime bien les teasers, genre on te met juste une bande son avec des petites cutscenes pour te mettre l'eau à la bouche. Voilà, c'est tout. Et on te montre quelques décors, peut-être une scène, un truc, une réplique, et puis hop. Ouais. Après, t'accroches ou t'accroches pas, mais on te fait une proposition, et puis. Après, ça peut être sympa parfois pour savoir à quoi s'attendre. Sur le style ou quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, et regarde, il y a plein de films comme ça où t'es surpris, tu t'attends pas à ce que ça débarque dans un sens ou dans l'autre. Si tu regardes le trailer et que tu sais déjà ce dont ça va traiter. Mais moi j'ai un petit truc qui marche pas mal pour les films du bif, c'est qu'avant d'aller voir un film, allez voir sur Rotten Tomato. Donc c'est un film où il y a le site. Ils sont assez méchants quand même sur Rotten Tomatoes. Moi je trouve que jusqu'ici. Est-ce que c'est assez objectif en fait? Moi jusqu'ici ça correspond à mes attentes en tout cas, et à celles d'autres gens aussi. En général, quand c'est pourri sur Rotten Tomatoes, c'est vraiment très très mauvais, quoi. Vraiment très mauvais. C'est raté. Donc toi, tu fais confiance à Rotten Tomatoes. Mais genre Junkhead, il est à 100% sur Rotten Tomatoes, quoi. Ok. Et là, je me suis dit, ok, on peut y aller, quoi. On peut y aller. Voilà, ok. Bon, c'était chouette. Alors, le bif, ça recommence en Pâques prochain, c'est ce que tu disais? 7 mois, c'est ça. Dans 7 mois. Bravo à l'équipe du BIF d'avoir tenu bon et d'avoir fait cette édition. C'était pas simple au moment de la rentrée, etc. Je trouve qu'il n'y avait pas assez de monde et c'est bien dommage parce qu'il y avait plein de choses super à voir. Mike Tierman, la salle était à moitié pleine. Ce qui est vraiment dommage parce que c'est quand même un des géants du cinéma. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi de problème du fait que c'était du changement, que c'était au Ezel aussi? C'est possible, c'est possible. Moi, je crois plus à la problématique de la date.
franchement, moi, là, c'était quasi impossible de prendre du temps pour y aller. En fait. Et mais sinon, le BIF, c'est pas que des films, hein, c'est aussi des animations, c'est aussi des expos, c'est aussi des expos, des expos. Et puis, c'est des échanges qu'on a avec les films, parce que c'est c'est souvent des passionnés du film, du cinéma, de ce cinéma-là, de ce genre-là. On peut facilement rencontrer les équipes de films. Oui, c'est ça. Et on peut, dans la file ou après une séance, on peut discuter avec des spectateurs et vraiment avoir des discussions géniales de films. Et on sort de là avec une liste de films à voir incroyable. Et ce qui a été très intéressant aussi, quand on était à XAB, on était l'avant-dernier jour, si je ne me trompe pas. Et l'avant-dernier jour, justement, moi qui ne connaissais pas le bal des vampires, justement, on a rencontré le DJ du bal des vampires, qui nous a aussi expliqué le concept. Le lendemain, je crois qu'on a chopé le fils. Oui. On a chopé le fils parce que le DJ comment on va dire, a emmené son fils aussi. Il y avait de belles histoires et aussi Fred qui est un des. Moi j'ai fait plein de rencontres. Steph. Fred aussi. Fred, oui, un des bénévoles. Un des premiers bénévoles du BIF aussi. Du BIF, ouais, c'est tout premier. Et on a pu avoir Steph aussi, le gars qui présente fantastique. les films. En tout cas, allez au BIF, allez au cinéma, regardez des images plein les yeux, regardez des choses étranges parce que c'est ça qui nous fait grandir. Et gros merci à l'équipe du BIF encore une fois. Merci Jonathan, merci Elise. Et on fait la fin de l'émission. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch pour ceux qui veulent, sur YouTube pour pas mal de replays, même si c'est pas encore, on est en train d'installer ça. Sur évidemment Radio Panique le 105.4. D'ailleurs, on va vous laisser avec la suite de l'antenne. D'ailleurs, à mon avis, il y a Baudouin qui va nous faire une chouette soirée vers 23h. À partir de 23h30 avec 23h30. Sisley et Ben. Donc ce sera un spécial drum and bass ce soir. Donc Sisley in the Jungle, ceux qui ont été à Tomorrowland ont eu l'occasion de danser sur ces sons très enivrants. Et voilà. Avec Ben One Shot. On vous souhaite une belle soirée. Ciao. Salut. Et à la prochaine. Mois prochain. Il va y avoir plein d'actualités là sur le Twitch au fur et à mesure parce que j'ai fait plein de rencontres et notamment des artistes, etc. Nice. Voilà. Restez connectés. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao.